Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir avec Laurent, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo qui va nous permettre d'aborder les thèmes d'aristocratie ouvrière, de petite bourgeoisie et aussi, et je dirais même surtout de couches moyennes, hein, puisque là on est vraiment dans l'actualité avec les couches moyennes. Mais Laurent, avant de commencer cette vidéo, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à aborder ces trois notions. Alors cette vidéo, en fait, je voulais la faire principalement pour répondre à Étienne, qui nous a laissé plusieurs commentaires sur la vidéo 25, où on traitait la question du prolétariat et du lumpenprolétariat. Il nous a lancé quelques pics, on a répondu et il m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour quelque part compléter la vidéo 25, donc lumpenprolétariat et prolétariat. Et les deux vidéos aussi où on a traité de l'infrastructure et de la superstructure. Donc je pense que cette vidéo-là va permettre de compléter encore ces thèmes qu'on a soulevés les dernières fois. Et là, du coup, oui, on va vraiment s'intéresser à l'aristocratie ouvrière, la petite bourgeoisie et les couches moyennes, et les nouvelles couches moyennes, comme dit Kluskar. Donc, ah oui, ce que je voulais aussi signaler aussi, c'est que pourquoi Étienne nous a lancé quelques pics, parce que lui, il avait bien senti qu'on avait été plutôt sévère à l'égard du lumpenprolétariat. Ouais. Et on disait que s'il y avait un espoir d'esprit révolutionnaire enfin comment dire, s'il y avait un sujet collectif qui devait porter la révolution, ce serait plutôt du côté du prolétariat plutôt que du lumpenprolétariat. Et là, dans cette vidéo-là, du coup, on va critiquer maintenant le prolétariat parce qu'il peut arriver aussi que une large fraction du prolétariat lui-même aussi peut être complètement contre-révolutionnaire, et notamment cette fraction qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, notamment. Donc voilà, c'est l'occasion de critiquer aussi le prolétariat, de voir aussi qu'il ne suffit pas de dire, bon ben voilà, le prolétariat c'est les méchants, le prolétariat c'est les gentils, et puis on va y arriver. Non, non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir aussi critiquer aussi le prolétariat lui-même. Toujours pareil aussi, pas de manière abstraite. C'est selon la conjoncture, selon les... Le contexte. Exactement, le contexte socio-historique, Ouais. voilà, bien sûr, comme toujours, hein. On n'essaie pas de traiter tout ça de manière abstraite. Mais voilà, en tout cas, il ne suffit pas de dire prolétariat, sujet de la révolution, et puis c'est bon, tout est réglé. On va voir que c'est plus compliqué que ça, et notamment un certain Lénine va nous permettre C'est plus nuancé que ça. voilà, Ouais. de comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Et alors donc, cette vidéo est constituée, on va dire, de deux parties. Une première partie qui sera un zoom sur les considérations macro-sociales et une deuxième partie qui se focalisera sur le micro-social. Voilà, on va d'abord traiter le problème, on va dire, d'un point de vue, on va dire, assez global, et puis on va zoomer sur quelques individus, quelques personnalités, pour essayer de traiter justement cette question de la petite bourgeoisie, de l'aristocratie ouvrière et des couches moyennes. Alors, on va commencer d'abord l'échelle macro. Donc, on va commencer par lire un extrait d'un texte, d'une brochure, c'est un tout petit livre, hein, mais qui a fait grand bruit et qui est une grande référence chez les marxistes-léninistes. Donc, c'est un texte de Lénine. Donc, on va lire un extrait de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et donc, dans ce texte-là, Lénine évoque cette fameuse aristocratie ouvrière. Donc, le texte est un peu long, mais on va essayer d'y aller tranquillement. Vas-y, Et puis, tu ouais, n'hésites ouais. pas de Bien sûr. me couper s'il y a des choses qui t'apparaissent à l'esprit, comme ça. On va y aller. En France, les travailleurs de l'industrie... Alors oui, juste pour préciser aussi, ce texte a été publié au début du XXe siècle. Hein. Voilà, pour se remettre dans le contexte. Hein. Donc, on est donc au début du XXe siècle. En France, les travailleurs de l'industrie minière sont en grande partie des étrangers, polonais, italiens, espagnols. Donc, pareil, ça a une petite résonance avec aujourd'hui les thèmes de Zemmour, la main-d'œuvre immigrée, tout ça. On voit qu'au début du XXe, c'était. Alors, on est passé des polonais, italiens, espagnols, peut-être maintenant par des Maliens, des Camerounais ou des Algériens. Voilà. Les nationalités ont peut-être un peu changé, mais le thème de la main-d'œuvre immigrée, elle est toujours là. Hein.
Aux États-Unis. Mais encore, après la Seconde Guerre mondiale, on était encore. Oui, Il y avait l'arrivée des Polonais. mais bien sûr, etc., bien sûr. Oui. Non, mais, Mais maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, ça- on sent que ça ouais. cristallise, les tensions se cristallisent plutôt sur d'autres populations. Ouais. Mais, et d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil aussi à la vidéo sur Carlotta. Carlotta, c'est une Italienne. Et j'en avais Oui, parlé aussi. c'est vrai. C'est pareil, c'est Tout à fait. fin 19e, début 20e. Mm. Les ouvriers italiens étaient très mal vus dans le roman. Aragon le traite, ça, ce sujet-là, Ouais. une espèce de racisme des Français à l'égard des Italiens, parce que justement, ils étaient très mal payés, ils faisaient baisser le niveau social, en fait. Donc voilà, ça c'est un thème, voilà, ça date pas de Zemmour, quoi. On était déjà face à ces problèmes-là il y a fort longtemps. Donc, en France, les travailleurs de l'industrie minière sont en grande partie des étrangers, polonais, italiens, espagnols. Aux États-Unis, les immigrants de l'Europe orientale et méridionale occupent les emplois les plus mal payés, tandis que les ouvriers américains fournissent la proportion la plus forte des contremaîtres et d'ouvriers exécutant les travaux les mieux rétribués. Donc, la main-d'œuvre immigrée s'occupe des métiers les plus ingrats et les plus mal rémunérés. Et on va dire, les gens, comme le vocabulaire d'aujourd'hui, on parle de Français de souche. Dans les populations qui étaient déjà présentes depuis plusieurs générations, elles occupent les postes les mieux rémunérés. L'impérialisme tend à créer également parmi les ouvriers des catégories privilégiées et à les détacher de la grande masse du prolétariat. Donc voilà, en fait, on est en train de se rendre compte que le prolétariat, c'est pas quelque chose de parfaitement homogène. Et dans le temps, et justement, notamment avec l'arrivée de la main-d'œuvre immigrée, on se rend compte que cette solidarité qu'on pourrait voir de loin comme ça du prolétariat, en fait, elle n'est pas si évidente que ça, puisque déjà, on commence à avoir une distribution du prolétariat où la main-d'œuvre immigrée, en fait, elle est un petit peu mise de côté, quoi. Elle est un peu déclassée, on va dire, par rapport au prolétariat Ouais, il y a une scission, quoi. déjà présente. Voilà, c'est ça. À noter qu'en Angleterre, la tendance de l'impérialisme à diviser les ouvriers, à renforcer parmi eux l'opportunisme, a provoqué la décomposition momentanée du mouvement ouvrier. Donc voilà, le mouvement ouvrier est en train de se fissurer, justement, avec l'arrivée de cette main-d'œuvre. Et cette fissuration, ça se dit ça, fissuration? Fissure. Fissure, non, ça se dit cette Fissuration. En fait, en gros, le prolétariat se fissure et c'est vu d'un bon œil, c'est accompagné gentiment par le patronat, par la classe capitaliste. Est apparu bien avant la fin du 19e siècle et le début du 20e. Donc voilà, donc cette espèce de décomposition du mouvement ouvrier arrive déjà à la fin du 19e. Car deux traits distinctifs essentiels de l'impérialisme, la possession de vastes colonies et le monopole du marché mondial, s'y sont manifestés dès la seconde moitié du 19e siècle. Marx et Engels ont méthodiquement, pendant des dizaines d'années, observé de près cette liaison de l'opportunisme entre le mouvement ouvrier avec les particularités impérialistes du capitalisme anglais. Donc il y a une espèce de connivence là qui s'installe. Hein. Ainsi, Engels écrivait à Marx le 7 octobre 1858. Donc on est vraiment au 19e siècle. Hein. En réalité, le prolétariat anglais s'embourgeoise de plus en plus. Et il semble bien que cette nation bourgeoise entre toutes veuille en arriver à avoir à côté de sa bourgeoisie une aristocratie bourgeoise et un prolétariat bourgeois. Évidemment, de la part d'une nation qui exploite l'univers, c'est jusqu'à un certain point logique. Donc voilà, Engels déjà constaté qu'il y avait déjà dans le prolétariat un mouvement d'embourgeoisement. Près d'un quart de siècle plus tard, dans une lettre du 11 août 1881, il parle des pires trade unions anglaises, donc les trade unions, c'est les syndicats anglais, hein, qui se laissent diriger par des hommes que la bourgeoisie achetait ou tout au moins payait. Donc en fait, déjà à l'époque, Engels dénonçait les syndicats qui étaient déjà plus ou moins corrompus. Comme aujourd'hui. Exactement, on est toujours... Voilà, les problèmes étaient déjà présents. Ouais, c'est Donc incroyable. déjà, Engels dénonçait ça. Et c'est ce que dit... Et Lénine reprend ça. Lénine reprend Engels qui dénonçait Il y a déjà... presque 200 ans. Voilà. Alors, donc c'est juste pour vous expliquer que voilà. Donc le prolétariat aussi, faut le critiquer aussi. Et les mouvements ouvriers, il faut le critiquer aussi. Et le rôle des syndicats aussi, il faut le critiquer aussi. Dans une lettre à Kautsky, le 12 septembre 1882, Engels écrivait, toujours Engels, « Vous me demandez ce que pensent les ouvriers anglais de la politique coloniale.
petite parenthèse, que pense aujourd'hui la petite bourgeoisie, le prolétariat, les petites gens là, de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui s'est passé en Libye. Le niveau est faible. Hein. Vous me demandez ce que pensent les ouvriers anglais de la politique coloniale. La même chose que ce qu'ils pensent de la politique en général. Donc c'est sûr que si on va demander à le mec dans la rue, souvent il va recracher le discours de BFM TV que le discours de la classe dominante. Mais là c'est un peu pareil, quoi. Lui va te dire, voilà, il va te recracher il va te dire ce qu'il se pense de la politique coloniale comme ce qu'il pense de la politique en général. Ici, point de parti ouvrier. Il n'y a que des radicaux conservateurs et libéraux. Quant aux ouvriers, ils jouissent en toute tranquillité avec eux du monopole colonial de l'Angleterre et de son monopole sur le marché mondial. Donc en gros, tant qu'ils récupèrent des miettes, les mecs, ils ne cherchent pas plus loin. Engels a exposé la même thèse dans sa préface à la 2e édition de La situation des classes laborieuses en Angleterre, grand livre d'Engels, en 1892. Donc là, maintenant Lénine reprend. Hein. Voilà donc nettement indiqué les causes et les conséquences. Les causes, 1. L'exploitation du monde par l'Angleterre, donc le colonialisme. Le fait que l'Angleterre a des colonies sur toute la planète. 2. Son monopole sur le marché mondial. 3. Son monopole colonial. Les conséquences, 1. L'embourgeoisement d'une partie du prolétariat anglais. 2. Une partie de ce prolétariat se laisse diriger par des hommes que la bourgeoisie a achetés ou tout au moins payés. Donc voilà, Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. En tout cas, Laurent, c'est clair qu'il n'y a pas d'un côté la bourgeoisie et de l'autre côté le prolétariat. Hein. La lutte des classes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, alors c'est sûr qu'il faut essayer de faire attention avec ce découpage un peu caricatural qui consiste, voilà, comme ce que tu viens de dire, c'est en gros homogène, il y a les bourgeois d'un côté, la classe capitaliste de l'autre. Alors je sais pas s'ils entendront Ouais, la je pense qu'ils sirène. vont entendre. Ouais, mais un petit peu, je pense. Ça va être atténué. Ouais, ça va être atténué. Ouais. Ah, ça y est, il s'en va. Ouais. Donc il ne faut pas rentrer dans la caricature la classe capitaliste d'un côté bien homogène et puis le prolétariat exploité de l'autre, et puis il y a une homogénéité, il y a une contradiction entre les deux termes bien établis. Non, non. Et souvent, pour caricaturer, il y a ce discours-là du 99% face au 1%. Mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'en fait, entre l'ouvrier le plus exploité et quelqu'un comme Bernard Arnault ou comme Pinault ou les Bettencourt ou des gens comme ça, il y a un millefeuille, il y a tout un dégradé de couches sociales qui nous amène donc de l'ouvrier le plus exploité à Bernard Arnault. Donc en fait, et parmi ces couches-là intermédiaires avant d'arriver à Bernard Arnault sont bien plus complices et bien plus complaisant à l'égard de Bernard Arnault qu'à l'égard de l'ouvrier exploité. Ouais, ça, on peut le voir. Et c'est justement ce que Engels et Lénine et Marx déjà dénonçaient au XIXe siècle. C'est qu'en fait, c'est comme voilà, l'ouvrier anglais ou l'ouvrier français qui dénigrait l'ouvrier espagnol immigré ou l'ouvrier irlandais immigré. Et il se sentait plus proche du patron. Et donc, en fait, le 99 face au 1%, ça n'explique rien. C'est vraiment de ne pas mettre de nuances, quoi. Ben voilà, parce qu'en fait, dans les 99%, il y en a beaucoup qui se considèrent proches des 1%. Ou qui aimeraient se rapprocher d'eux. Et voilà, mais en tout cas, ils ne s'identifient pas du tout. Oui, voilà, exactement. Au mec qui est en bas. Identifié, voilà, c'est ça. Ils s'identifient plutôt à ceux des 1%. Quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'on revient à l'importance de la superstructure et de l'idéologie. C'est que la place que prend l'idéologie dans les questions politiques, en fait. Si on est sous l'influence de la classe dominante, on pourrait se croire, peut se croire membre du club privé, du club des privilégiés. Mais en fait, on n'y est pas du tout. Mais par l'idéologie, on arrive à nous bourrer le mou, en fait. Et c'est ça, en fait, ce que dénonçait déjà Engels, ce que dénonce déjà Lénine. Et c'est une catastrophe, en fait, tu vois. Ouais. Donc voilà, attention. Bah, continuons, Laurent, avec un autre passage du livre de Lénine. Le capitalisme aujourd'hui a mis en avant une poignée, moins d'un dixième de la population du globe, et en comptant de la façon la plus large et la plus exagérée, moins d'un cinquième. Donc le capitalisme aujourd'hui a mis en avant une poignée d'États, particulièrement riches et puissants, qui pillent le monde entier par une simple tonte des coupons. Alors les tontes des coupons, c'est quand on a les détenteurs d'obligations
on leur donnait un papier et c'était sous forme de coupon. Et en fait, à différentes échéances, ils pouvaient toucher les intérêts liés à l'obligation. Et en fait, du coup, et c'est pour ça que je reviens à ça, c'est que combien, il y en a un certain nombre de personnes, c'est un nombre réduit de personnes, mais qui, eux, se contentent d'avoir des coupons. Et à différentes échéances, eux, ils ont de l'argent qui rentre, ils ont une rémunération qui rentre, sans jamais rien faire de leurs 10 doigts. Qui est dans cette situation? Est-ce que tu es dans cette situation? Non. Je ne suis pas dans cette situation. Pourtant, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation où ils peuvent se contenter juste d'aller avec un petit papier, un petit coupon. Ils savent que tous les mois, ou tous les 6 mois, tous les ans, ils ont une somme qui va rentrer dans leur caisse. Tu vois. Bon, en tout cas, les obligations aujourd'hui, c'est pas le bon. Oui, c'est pas le bon voilà. filon. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, mais il y en a plein qui ils se croient membres de ce club privé-là. En fait, ils y sont pas, les mecs. Hein. Ils sont juste très bien payés par ces gens-là, justement. Mais ils ne comprennent pas qu'eux, ils sont bien plus proches des gens très ultra exploités, qui ont un pouvoir d'achat très faible, que de ces gens-là qui, eux, se contentent d'avoir des coupons. Et puis, ils font rien de leurs 10 doigts. Hein. Ouais. Voilà, c'était juste pour... voilà, la tonte des coupons. La tonte des coupons, c'est ça. C'est l'actionnaire, c'est le mec qui se contente des dividendes, quoi. L'exportation des capitaux donne un revenu annuel de 8 à 10 milliards de francs d'après les prix et les statistiques bourgeoises d'avant-guerre. Aujourd'hui, bien plus évidemment. Et là, on comprend ici l'avantage d'une économie mondialisée pour certains Qui est États. vampirisée par certains États, ce qu'on appelle l'impérialisme, le colonialisme. Ça, c'est sûr. Alors, je continue. On conçoit que grâce à ce gigantesque surprofit, car il est obtenu en plus du profit que les capitalistes font suer aux ouvriers de leur pays, voilà. il y a un double voilà, c'est ça. exploitation. Exactement. En fait, déjà, il y a l'exploitation des colonies et il y a l'exploitation aussi du prolétariat dans son propre pays aussi. Il y a un double niveau. Tout à fait. Et c'est ça aussi, c'est que le prolétariat anglais ou le prolétariat français qui ne se rend pas compte que les mecs, eux, ils ont double profit. Au lieu d'être solidaires des colonies, d'être solidaires des immigrés, d'être solidaires des étrangers, et de se dire, mais nous, on est en train de se faire tondre tous, en fait. Mais l'un et l'autre ne le savent pas. Voilà, et c'est pour ça que les gens d'en haut ont tout intérêt à nourrir les combats horizontaux, les conflits horizontaux. Ouais. Voilà. Diviser pour mieux régner. Voilà. On peut corrompre les chefs ouvriers et cette couche supérieure que constitue l'aristocratie ouvrière. Donc voilà, cette fameuse aristocratie ouvrière qui s'installe. Donc dans les 99%, il y a ces petites couches intermédiaires. Et là, on commence à arriver ces petits chefs-là, qui eux vont être des chiens de garde de la classe capitaliste et qui ne vont pas s'identifier clairement pas à le prolétariat révolutionnaire. Aussi, les capitalistes des pays avancés la corrompent par 1000 moyens directs ou indirects, ouverts ou masqués. Cette couche d'ouvriers embourgeoisés ou aristocratie ouvrière, entièrement petits bourgeois par leur genre de vie, par leur salaire, par toute leur conception du monde, est le principal soutien de la Deuxième Internationale et, de nos jours, le principal soutien social non militaire de la bourgeoisie. Voilà. Donc on voit là le poids de l'idéologie. Voilà, ils ont une vision du monde qui est complètement en décalage avec celle du prolétariat révolutionnaire, parce qu'ils ont un peu plus de pouvoir d'achat, parce qu'on leur donne des notes, des miettes, en fait, des notes de frais. Voilà, ils ont les miettes du banquet, ils ont un logement de fonction, une voiture de fonction. On leur donne des petits avantages comme ça. Et les mecs, ils se croient membres, ils se croient aussi complètement, ils croient complètement qu'ils font partie du club des dieux de l'Olympe, quoi. Ouais. En fait, c'est pas le cas du tout. Ils sont là juste pour maintenir le plafond de verre et pour que les dieux de l'Olympe continuent à boire le bon nectar. Car ce sont de véritables agents de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier, des commis ouvriers de la classe des capitalistes, labor lieutenants of the capitalist class, de véritables propagateurs du réformisme et du chauvinisme. Je te coupe là. Là, à l'époque, lui, il parle de chauvinisme. Maintenant, moi, je dirais, maintenant, on n'est plus dans le chauvinisme, on est dans l'atlantisme. Parce que maintenant, on n'est plus à la mode de prôner le chauvinisme français. Maintenant, c'est à la mode de prôner l'Union européenne et l'OTAN. Ouais. Donc maintenant, il ne faut plus être chauvin. Il ne faut plus défendre la souveraineté de la France. Ça, c'est très mal vu. Parce que ça, c'est très mauvais. Il faut être comme Macron. Vive l'Union européenne, vive l'impérialisme américain. On n'a qu'à mettre directement le drapeau américain à la place du drapeau français. Et on n'a qu'à carrément chanter avec l'hymne, vibrer à l'hymne américain. Et on met à la poubelle la Marseillaise.
Voilà, c'est juste pour dire qu'avec le temps, là, par rapport à Il y a Lénine, eu un changement. il y a encore Ouais, un ouais, petit... il y a une évolution. Voilà, c'est juste pour dire que là, je signerai à peu près tout ce que dit Lénine, sauf que là, il y a eu un petit décalage. C'est que maintenant, on n'en est plus à la bourgeoisie chauviniste, on est à une bourgeoisie atlantiste qui prône l'impérialisme américain contre son propre pays, contre son propre peuple. Le foutage de gueule intégral. Je m'arrête là. Dans la guerre civile entre le prolétariat et la bourgeoisie, ils se rangent inévitablement en nombre appréciable du côté de la bourgeoisie. Bon, c'est ce que tu disais. Du côté des Versaillais contre les communards. Voilà. Lénine, préface aux éditions françaises et allemandes de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Est-ce qu'on peut considérer, Laurent, qu'une bonne partie des ouvriers du tertiaire, si je peux les appeler ainsi, sont finalement des agents de la bourgeoisie? Alors, toi tu dis ouvrier du tertiaire. Oui, entre guillemets. Ouais, Alors moi, si j'ai bien compris, moi, pareil, hein, moi aussi je tâtonne dans ces histoires-là. Hein. Moi, Lénine, je le découvre là. Moi, jusqu'ici, je connaissais pas très bien Lénine. J'essaie de le lire là, j'essaie de me rattraper mon retard. Déjà, si j'ai bien compris, on parle d'ouvrier dans le secondaire et d'employé dans le tertiaire. Donc ouvrier du tertiaire, je dirais plutôt les employés du tertiaire. Oui, on peut le tertiaire. Et moi aussi, j'utilise l'expression col bleu, col blanc. Et les cols blancs sont plutôt dans le tertiaire. Alors après, les ingénieurs, on pourrait se dire, ils sont à cheval entre le secondaire et le tertiaire. Hein. Mais alors, moi, je travaille dans une SS2, je suis ingénieur, je travaille dans une SS2I, je suis plutôt dans le tertiaire. Même si je suis en contact après avec des gens qui font de l'expérimental. Avec la production. Ouais. Voilà, on n'est pas loin quand même. Donc on est un peu à cheval comme ça. Mais on est des cols blancs. Mais il y en a combien des cols blancs comme nous qui sont des agents clairement de la bourgeoisie. Et par exemple, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, moi, je ne sais pas si tu as un peu conversé avec les gens dans ton travail, je ne sentais pas un mouvement de solidarité et de compréhension pour les Gilets jaunes. Ouais, mais après, les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Alors aussi, c'est vrai, voilà. mais oui, mais ça c'est grave, tu vois. Ça veut bien dire aussi que oui. il y a une chape de Bah, plomb. on peut être jugé, quoi. Eh ben, Enfin, ouais, mais voilà, mais donc ça veut bien dire qu'il y a une idéologie dominante, il y a du mal, qui ne laisse pas une pluralité et un vrai dialogue en fait. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je pense que l'image qu'on renvoie dans une entreprise, on dépend aussi d'elle, en fait. Enfin, notre Pour ta évolution carrière. dépend Oui, aussi voilà. de cette Oui, image, donc, en fait, qu'on et renvoie. voilà. Donc, Et donc, du coup, c'est en contradiction totale avec la lutte des classes. Ah bah oui, ça. Ouais. Voilà, donc on est en train de te demander que pour toi, si tu veux monter dans l'entreprise, il faut que tu fermes ta gueule sur tes convictions politiques. Ou tu l'étais, quoi. Ben voilà, oui. Ouais. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Alors tu as raison, il y en a peut-être une partie qui sont bridées, mais il y a une partie aussi qui dénigre, Oui, qui vraiment, méprisait ouais. les Gilets jaunes. Ouais. Dans les gens que je côtoyais moi au boulot. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, voilà, c'est clairement des agents de la bourgeoisie, ces gens-là, de la classe dominante. Ils ne sont pas là pour changer les choses. Eux, ils veulent maintenir l'ordre social existant, la pyramide et les inégalités telles qu'elles sont là. Donc, clairement. C'est-à-dire que, peut-être aussi parce qu'ils veulent ou ils peuvent, ils ne voient pas plus loin que le bout du nez. Ah ben ça c'est sûr, sûr. Mais le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte que... Là, que la violence, quoi. Ou qu'est-ce qu'on nous affiche, comme tu dis, sur BFM. Oui, mais ça c'est manquer vraiment de jugeote quand même. Ah, Parce qu'à un moment donné, s'ils ne voient pas qu'en fait on est en train de nous... Parce que on est les prochains sur la liste, quoi. Ce que je veux dire, tout se précarise, on voit bien. Moi, moi déjà, je suis prestataire, je considérais... on faisait la blague avec mon ancien collègue, là, Thibault, là. On disait qu'on était des ingénieurs low cost. On est des ingénieurs Uber, nous les prestataires. On est des ingénieurs Uber, on est ubérisés, nous. Donc moi, je comprends totalement. Moi, objectivement, je suis dans une situation où je comprends complètement le mouvement de révolte et le côté, on en a marre, quoi. Et je vois, de toute façon, moi, ça fait 10 ans que je bosse, je vois que les conditions de travail se dégradent. Ah oui, ça, moi aussi, j'avais vu. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc on peut pas. Donc on sait très bien que là, si on continue comme ça, mais on va se prendre le mur. Et si c'est pas nous, ça va être la génération qui suit. Donc la génération qui suit, ils vont avoir un bac plus 5, ils vont faire quoi avec ce bac plus 5 là? Ils vont se faire bouffer. Quelle perspective d'avenir tu donnes aux générations qui arrivent après nous là? Enfin bon voilà, donc moi je peux pas me dire je regarde ma petite carrière, je ferme ma bouche et puis je vais dans le sens du discours dominant et de la classe dominante. Je peux pas, c'est insupportable. Surtout que je vois que le truc est en train de se péter la gueule, quoi. Voilà. Maintenant, là c'était donc Lénine, Engels, on était dans le 19e, on était dans le début du 20e. On va faire
on va se rapprocher de notre époque à nous. Ouais, tout à fait. Et là, on est en 96. Et là, on va lire un texte de Michel Clouscar. Et on est en France. Et cette fois, on est en France, voilà, parce que avec Lénine, on était un peu plutôt sur les Anglais. Hein. Il avait fait un petit zoom sur les Anglais, notamment, et sur les colonies anglaises. Là, on va aller en France. Donc, texte, je pense, qui résonne. Qui résonne parce que là, ça y est, c'est plus proche de nous, là. Nous compléterons et résumerons les thèses déjà consacrées à la théorisation de ce phénomène extraordinairement original, qui est le surgissement hégémonique des nouvelles couches moyennes. Donc voilà, alors avec Lénine et Engels, on parlait de l'aristocratie ouvrière et de la petite bourgeoisie. Maintenant, avec Clouscar, on parle des nouvelles couches moyennes. C'est à peu près la même chose, hein. Mais on va voir ça. Par ce discours qui peut être maintenant entendu et pour cause de crise généralisée. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, pourquoi il dit ça, Clouscar? Parce que lui, il écrit depuis les années 70, là. Mais on ne l'écoute pas. Et là, dans les années 90, déjà, ça commence à grincer. Ça commence à couiner, comme on dit. Pendant les années 70 et pendant les années 80, on continue à lui ricaner, tu vois, à rigoler un petit peu devant son discours. Et là, il voit qu'en 96, son discours devient audible. Et pourquoi? Parce que objectivement, on revient à la vidéo infrastructure superstructure, il y a une contradiction au niveau de la base matérielle entre les forces productives et les rapports de production. Et là, la crise, elle est avancée, quoi. Elle est arrivée à un stade tel que maintenant, on ne peut plus cacher les choses. Ouais. L'idéologie ne peut plus. On peut plus. Mettre sous mettre sous le tapis les problèmes. Tapis, ouais. Et donc, il le voit, ça, Clouscar. Il dit ben maintenant, écoutez-moi, les gars. Vous n'avez pas voulu m'écouter, maintenant, écoutez-moi. Et oui, non seulement vos privilèges, mais même votre existence sont remis en question. Nous l'avons vu, vous avez magistralement joué le coup, celui que le capitalisme de l'ascendance vous proposait. Donc là, on parle des 30 Glorieuses, hein, la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Là, il y avait une impression que c'est bon, tout va bien, le renouveau et tout. Et là, depuis les chocs pétroliers et la chute du mur, ça y est, là, le capital est en train de reprendre la main, là. Et là, ça fait mal. Là, on est en train de précariser un peu, on est en train de tout casser, là. Lentement mais sûrement, les acquis sociaux sont en train de se faire déglinguer. Et là, il est en train d'expliquer que parce que aussi on a été passif et complice de ça. Cela valait bien d'y perdre son âme, puisque vous étiez octroyé le fabuleux marché du désir qui a permis de mettre en place la première société hédoniste de l'histoire. Convenez cependant que pas mal d'entre vous se sont fait avoir, car bas de gamme qui n'a accédé qu'au reste du festin, qu'à des signes, ceux de l'idéologie du désir. Et d'ailleurs, il y a une vidéo récente de Dominique Pagani qui disait que, attention, Clouscar ne critique pas le désir. Clouscar critique l'idéologie du désir. C'est très différent. Clouscar n'a rien contre le désir. Hein. Comme on disait, il n'a rien contre le plaisir. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était proche de Rousseau, qui se sentait très proche de Rousseau. Et Rousseau, c'est le champion du bonheur. Lui, il prônait le bonheur, mais lui, il disait... Lui, ce qu'il dénonçait, Rousseau, je refais ce petit rappel, c'est la jouissance du libertin réservée à une élite. C'est la jouissance réservée à une élite. Lui, ce qu'il voulait, c'est faire descendre rendre le banquier populaire. Pas réserver le plaisir et la jouissance qu'à une petite élite. C'est la même chose pour Clouscar. Clouscar ne dénonce pas le désir, il dénonce l'idéologie du désir. Qui est pour lui, comme il disait, bas de gamme. C'est de la camelote, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui. Les gens sont très malheureux au final. Hein. On nous fait croire qu'on est là dans l'hédonisme et dans le plaisir. En fait, au final, on est dans la frustration et dans la misère du désir. Celle-ci s'est même dégradée donc l'idéologie du désir, hein, s'est même dégradée en une sémiologie de la délinquance qui n'est que provocation verbale réduite au bavardage quotidien sans même le profit du petit larcin. Ça me fait penser un petit peu à l'imaginaire du rap, tu sais. Le gangster, et puis qui eux-mêmes ont repris le personnage de Tony Montana, tu sais. Ouais. Donc en gros, avec mon flingue, je suis le roi de la planète, et je vous nique tous, quoi. Je nique le système. La grosse blague. On voit bien que c'est profondément idéologique tout ça, mais ça repose sur rien en fait. On est sur des signes, on revendique des signes, mais dans la réalité, Tony Montana, c'est pas lui qui tient le rappeur qui est là, oui, je nique le système, il nique rien du tout. Bon, bref. Mais c'est ça qu'est en train de dénoncer Clouscar, c'est de nous faire croire qu'on on nique là, on nique le système, là, on nique rien du tout. Et là, il est en train de te dire ça, réveille-toi, mon ami.
Tu vas te prendre une douille là, mon gars. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Convenez aussi que cette jouissance, ou l'heure, vous coûte cher. Alors voilà, après, en plus de ça, il y a aussi l'arythmie sociale. Une arythmie sociale qui est le lieu de naissance de la névrose objective. Intéressant. Et là, il renvoie au Capitalisme à séduction, grand bouquin qu'il a écrit dans les années 80. Au travail, vous n'avez pas craint d'exploiter sans vergogne le moyen de votre jouissance, vous-même. Donc, cadence infernale dans la production, et après, cadence infernale aussi dans la jouissance, dans le temps libre. Vous avez ainsi réalisé la perfection de l'aliénation de votre aliénation. Mais tout cela n'est rien à côté de ce qui vous attend. Tout d'abord, c'est déjà, la peau de chagrin de la jouissance pour ceux-là même qui en ont le plus profité. Il faudra aussi payer les lendemains de fête, les conséquences de la permissivité et les désintoxications. Donc là, il parle aussi de la vie dissolue, parce que souvent, quand on est dans des métiers aussi où on est très stressé, pour relâcher la pression, alcool, drogue et compagnie, c'est ça, et il parle d'arythmie sociale. Il dit, voilà, vous avez exploité votre propre corps, mais ça a un contre-coup, ça. Ça, on le paye au bout d'un moment, au niveau de la santé, puis même au niveau aussi des relations que tu noues avec les gens. Parce que quand tu es dans cette espèce de vie un peu dissolue, tu noues pas des liens vraiment fraternels et des liens forts avec les gens. Ouais. Voilà, ça te reste très superficiel. Et en fait, je pense que ça amplifie encore plus la solitude de la personne au final. Qui se croit accompagné, mais qui ne l'est pas en fait. Donc voilà, et c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que tout ça est illusion en fait. Mais c'est votre existence même qui va être remise en question. Et voilà, là, il revient au côté la crise, la précarité généralisée, le chômage massif, tel est votre avenir. Voilà. Et là, on revient. Les gens qui ont des coupons, eux, ils auront toujours leurs coupons. Eux, ils ont toujours du patrimoine immobilier. Eux, ils ont toujours des moyens d'avoir des sources de revenus. Mais toi qui dois travailler pour avoir une rémunération, comment tu vas faire là, quand la précarisation va te toucher toi-même, directement? Là, tu n'auras pas de coupon, toi, pour te sauver. Si jusqu'à maintenant, vous avez été relativement épargné, en partie pour des raisons de stratégie politique, ménager le corps social qui devait permettre de dépasser la lutte des classes, parce que c'était ça aussi le grand message de la gauche mitterrandienne dans les années 80, on nous disait c'est fini la lutte des classes, on s'en fout, c'est ringard ça, Marx, à la poubelle Marx. Et ben maintenant la lutte des classes elle nous revient en pleine gueule, notamment les gilets jaunes, et là notamment aussi les grèves pour la réforme de la retraite. Rien n'est perdu pour attendre. Car après avoir liquidé les travailleurs de la première et de la deuxième révolution industrielle, pour mettre en place la première phase de la révolution de l'informatisation, nous avons profité de ça, nous. Nous sommes enfants, en fait. Voilà, l'informatique et tout ça. Ce capitalisme va devoir démanteler des pans énormes du tertiaire et du quaternaire. Donc là, maintenant, le tertiaire, c'est notre gueule là, qui est visée maintenant. Liquider même certains secteurs pour mettre en place la seconde phase de sa modernisation par la flexibilité, mot très macronien, pour en venir en particulier à l'emploi massif des logiciels et de la délocalisation. Bienvenue les ingénieurs indiens, bienvenue les ingénieurs chinois, tu vois arriver les ingénieurs brésiliens, tu vas voir, quand ils vont arriver à un niveau où ils vont pouvoir nous remplacer, t'inquiète pas que la classe capitaliste, elle va se débarrasser de nous sans problème. Surtout quand elle va voir que l'Indien, il est payé 2 fois ou 3 fois moins cher que nous. À bon entendeur, et veillant aussi à un néofascisme spécifique, et là on y arrive, c'est que maintenant, idéologiquement, comment vont se comporter ces nouvelles couches moyennes qui vont se faire face à la crise? Et bien lui, il parle d'un néofascisme spécifique de ces nouvelles couches moyennes, de frustrés, de déçus, et à sa possible collusion avec une extrême droite populiste. Michel Clouscar, Les métamorphoses de la lutte des classes. Ben franchement, Laurent, c'est une véritable alerte de Michel Clouscar. Et je pense que c'est à lire et à relire pour la plupart d'entre nous. Et moi c'est vrai, quand j'ai lu ce passage, pour préparer la trame ensemble, moi ça m'a fait froid dans le dos quand même. Oui, parce que on tombe de haut, quoi. Voilà, là c'est en 96 et là maintenant on est en 2023 et on comprend, on voit bien que ce qu'il est en train de dire est en train de vraiment de s'affirmer de plus en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Clairement. Et notre tour arrive. Tour arrive. Donc s'il n'est pas déjà arrivé. Et s'il n'est pas déjà arrivé, si le mal est déjà profond en fait. Donc voilà. Donc je répète ce que j'avais écrit là. Juste après cet extrait, je répète qu'en plus, il établit tout ça depuis les années 70 quand même.
Il est visionnaire. Ouais. Il a travaillé, il a bossé, il a bien vu que là, il allait avoir, à un moment donné, ça allait grincer des dents, quoi. Et bon, ben maintenant, et donc voilà, et le problème, c'est ça, c'est ces couches moyennes-là qui devraient plutôt être dans une démarche de défiance à l'égard de la classe dominante et plutôt se tourner vers le prolétariat, lui, il se considère comme, a plutôt tendance à s'identifier à la classe dominante. Comme je dis, les gilets jaunes, typiquement, moi je l'ai vu. Et là, on voit que leur conscience de classe, elle est au niveau zéro, en fait. Et c'est ce que disait Étienne dans la vidéo Lumpen Prolétariat. Il disait, mais le prolétariat, mais mon pauvre gars, ils sont complètement largués, ils ont même honte d'être prolétaires. Et c'est vrai, c'est ça. C'est en fait, ils se disent, non, non, mais moi je suis un col blanc. Non, non, mais moi j'ai les mains propres. Moi je me m'abaisse pas au travail manuel. Moi je vaux mieux que ça. Moi, je suis à un égal de Bernard Arnault. T'es l'égal de rien du tout, mon gars. Et tu ferais bien mieux de fraterniser avec les mecs d'en bas, parce que de toute façon, ton tour va arriver aussi très vite, tu vois. Donc voilà. Laurent, moi ce que je te Fin de la propose, partie c'est d'entamer la deuxième partie partie de cette vidéo, à savoir un zoom sur le micro-social. Voilà, donc là on va zoomer sur des individualités, sur des personnalités qui incarnent quelque part un peu cette petite bourgeoisie, cette aristocratie ouvrière, ces nouvelles couches moyennes. Donc, moi, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Émile Zola. D'accord. Un petit intellectuel, petit bourgeois, qui soi-disant est de gauche, qui soi-disant est là en empathie totale avec la classe ouvrière, et qui, vous vous rappelez la phrase de Lénine quand il disait que ces petits bourgeois, ils seront toujours du côté des Versaillais contre les communards. Eh bien, il se trouve que notre petit Émile Zola, notre petit intellectuel petit bourgeois, lui, quand il y a eu la Commune de Paris, il était pro-Versaillais. Il n'était pas pro-communard. Voilà. Alors, par exemple, ben voilà. Ouais. Bon, mais après, il y en a d'autres. Par exemple, Flaubert. Mais Flaubert, lui, s'est jamais targué d'être progressiste ou d'être socialiste ou d'être un homme de gauche. Flaubert était conservateur, même plutôt réactionnaire. Et lui aussi, il vomissait les communards. Mais Zola, c'est la même chose. Donc voilà, c'est pour expliquer que... et c'est pour ça aussi, pour expliquer aussi pourquoi les journalistes aussi, certains journalistes aussi qui sont corrompus, sont bien payés et tout, mais ils devraient plutôt fraterniser avec les gens qui travaillent et qui se confrontent, enfin qui sont dans le prolétariat en fait. Bien plus que d'écouter Bolloré ou d'écouter, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, je pense à Émile Zola par exemple, qui lui-même était un journaliste aussi. Hein. Je pense à Proudhon aussi. Ouais. Et là, c'est Marx. Marx qui prenait un malin plaisir à égratigner Proudhon, parce que de la même manière, socialisme petit bourgeois, qui était incapable de comprendre qui s'empêtrait dans ses contradictions, en fait. Et voilà, donc, juste pour dire, il a pris un tel plaisir à critiquer Proudhon qu'il en a même écrit un livre qui s'appelle Misère de la philosophie, qui était une réponse à Philosophie de la misère de Proudhon. Et il l'a écrit en français. Et c'est un pamphlet, c'est un ton polémique total, et il a mitraillé le pauvre Proudhon. Quoi. Voilà, c'était juste pour rappeler ça. Mais voilà. Alors lisons à ce sujet un passage de Marx qui égratigne, on va dire. De Misère de la philosophie. Non, c'est une lettre, je crois, non? Là, ce que je vous ai mis, c'était une lettre. C'est une lettre, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Monsieur Proudhon est de la tête aux pieds philosophe, économiste de la petite bourgeoisie. Le petit bourgeois, dans une société avancée et par nécessité de son état, se fait d'une part socialiste, de l'autre part économiste, c'est-à-dire qu'il est ébloui par la magnificence de la haute bourgeoisie et sympathise aux douleurs du peuple. Ça me fait penser un petit peu aux bobos. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils sont d'un côté, ils veulent être généreux, ils parlent de solidarité, mais en même temps, ils sont dans une position sociale, un rang social qui fait qu'ils savent très bien aussi qu'ils bénéficient de ce rang social parce qu'il y a cet ordre social existant. Donc ils ne voudraient pas le remettre en question non plus, tu vois. Et donc ils sont pris dans une contradiction. Voilà. Mais idéologiquement, ils ne s'en rendent pas compte, les mecs. Ils sont dans leur bulle. Ils ne voient pas qu'il y a un problème au niveau des rapports de production. Ils ne voient pas qu'il y a un problème au niveau de la base matérielle. Mais eux, ils sont là et c'est toujours des slogans creux, quoi. C'est l'humain d'abord, il faut être gaillard. Il faut être généreux, il faut être solidaire. Et voilà. Mais ça, on ne va jamais sur le terrain de la lutte des classes. On ne parle jamais d'extorsion de la plus-value. On ne parle jamais de l'exploitation de la main-d'œuvre. On ne dénonce plus l'exploitation de l'homme par l'homme. On n'utilise plus ces mots-là. On préfère parler de... Voilà, après on va dériver dans le sociétal, dans la discrimination, ou l'écologie, ou le féminisme. Voilà, ou le patriarcat. On va passer par d'autres sujets
Mais on parlera plus frontalement de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et quand tu parles des bobos, moi, ça me fait penser à un passage de Lénine que je vais lire. Le petit bourgeois, là c'est Lénine, hein. Le petit bourgeois, pris de rage devant les horreurs du capitalisme, est un phénomène social propre, comme l'anarchisme à tous les pays capitalistes. L'instabilité de ce révolutionnarisme, sa stérilité, la propriété qu'il a de se changer rapidement en soumission, en apathie, en vaine fantaisie et même en engouement enragé pour telle ou telle tendance bourgeoise à la mode, tout cela est de notoriété publique. Voilà, le féminisme bourgeois, le féminisme sponsorisé typiquement. On va se battre contre la phallocratie, voilà. Mais c'est du féminisme de salon. Donc comme il dit, c'est une mode bourgeoise. Voilà, maintenant on va verdir le capitalisme. On va se battre, on veut sauver la planète Mother Gaia. Mais ça, c'est des trucs qui viennent directement de la bourgeoisie, ça. On ne vient pas sur le nœud du problème, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'extorsion de la plus-value. Ouais, on déplace tout le Et temps, on déplace les problèmes. Et lui, le petit bourgeois, il s'engouffre là-dedans, lui. Lui, comme il ne revient pas à la contradiction qui est fondamentale, qui est les forces productives, les rapports de production, qui consomme, qui produit, lui, il ne revient pas aux fondamentaux, eh ben lui, il se fait... Et en plus, il donne bonne conscience. Et puis, il veut peut-être pas non plus voir l'aspect lutte des classes dans l'écologie, dans ce combat de l'écologie. Bien sûr, c'est plus simple. Qui peut se payer une voiture électrique? Ah ben voilà, mais bien sûr. Parce qu'en plus, on va tout autant. On va culpabiliser. Exactement. Après, c'est vrai qu'avec ces histoires de carbone et tout ça, on va culpabiliser en plus le mec qui va au boulot avec sa voiture comme il peut, le mec. Et lui, on va le culpabiliser. C'est ça. Alors que lui, c'est son outil de travail. Hein. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Ah oui, et là, je suis d'accord. Et ce qui est fou, c'est que c'est un mépris de classe, mais même des fois qui ne se sait pas. Eux, ils vont dénoncer ces gens-là, ils vont dénigrer ces gens-là, mais ils ne savent même pas que, comme ils n'injectent pas la question de la lutte des classes dans la manière de se positionner politiquement, mais ils sont à des années-lumière, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ils sont plus proches des 1%. Quoi. Mais voilà, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils défendent les intérêts du 1%. Mais ils vont dire à bas le patriarcat, à bas les hommes, à bas la phallocratie, à bas les discriminations. Mais Obama, il est noir, hein, il fait partie des... Tu vois, c'est comme les mecs du Qatar. Hein. Les mecs du Qatar, tu vois, c'est pas une question de couleur de peau, en fait. Quand tu regardes bien les Condoleezza Rice, c'est une femme. Et elle est noire. Est-ce que ça change quelque chose à cette histoire? Si on ne revient pas à la lutte des classes, on n'explique rien, là. Ah bah oui, il faut pas rentrer dans le substantiel. Ah voilà, tu me vois arriver. Attention, le piège le mirage du substantiel. Ah oui, il faut faire attention. Ouais. Donc voilà, le passage de Lénine est énorme. Énorme, voilà. Ouais. Donc je peux continuer. Je continue l'autre passage de Marx. Donc là, il parle de Proudhon. Toujours, ouais. Il se vante dans le fort intérieur de sa conscience d'être impartial, d'avoir trouvé le juste équilibre, qui a la prétention de se distinguer du juste milieu. Un tel petit bourgeois divinise la contradiction, car la contradiction est le fond de son être. Il n'est que la contradiction sociale mise en action. Ouais. Karl Marx, lettre à Annenkopf. Voilà, et le problème, c'est que cette contradiction-là, on n'a aucune chance de la lever parce que ces gens-là ne viennent jamais, comme on disait dans la vidéo infrastructure, superstructure, ils reviennent jamais à la contradiction objective vraiment qui a lieu au niveau du procès de production. Tant qu'on n'en revient pas là et on reste dans la pure superstructure, donc il est là, le problème c'est les hommes, le problème c'est la phallocratie, le problème c'est Mother Gaia, il faut la sauver, et ben ça c'est de la superstructure qui s'est décorrélée complètement de qu'est-ce qui se passe au niveau de la base matérielle. Et du réel, ouais. Et là on est dans la quête de signes, on est dans l'idéologie pure, complètement délirante. Et c'est comme ça que, comme tu dis, on en arrive à dire le mec, il va culpabiliser l'autre qui utilise un moteur thermique, une voiture à moteur thermique. Mais lui, il n'a pas le choix, le gars. Lui, il a besoin de sa bagnole pour pouvoir travailler, pour pouvoir payer ses factures. Et le petit bobo, lui, il va dire pollueur, salaud. C'est catastrophique. Non, mais c'est catastrophique. Ouais. Donc voilà. 20 ans plus tard, Marx insiste encore sur la contradiction qui ronge Proudhon, parce que Proudhon, voilà, c'est la contradiction faite homme, faite chair. Tu vois. Donc on est 20 ans plus tard, il en remet une couche, le père Marx. Toujours dans une lettre. Hein. La nature de Proudhon le portait à la dialectique. Bon, parce que qui dit contradiction dit dialectique, hein, bien sûr.
Mais n'ayant jamais compris la dialectique vraiment scientifique, il ne parvint qu'au sophisme. Donc voilà, quand on parle de dialectique vraiment scientifique, c'est surtout revenir à cette contradiction. Comme je disais, c'est la vraie contradiction, c'est celle qui se loge au niveau de la base matérielle. Comme on disait, hein, c'est au niveau de l'infrastructure. Si on n'en remonte pas cette contradiction-là qui est originaire, là, comme ça, là, qui est principielle, là, au niveau même, au cœur le cœur en fait, de, des différentes révolutions et des différentes crises qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours lié à ce développement des forces productives et dans ce couplage entre le développement des forces productives et les rapports de production. Tant qu'on n'en revient pas à cette contradiction-là, on va raconter que des bêtises. Donc c'est pour ça qu'il disait que du coup Proudhon, lui, il voyait bien qu'il y avait de la contradiction, mais lui, il remonte jamais à ça, lui. Donc c'est comme un hamster dans sa propre roue, quoi. Il peut continuer longtemps comme ça. En fait, c'était lié à son point de vue de petit bourgeois. Le petit bourgeois, tout comme notre historien Romer, donc j'imagine que c'est un historien connu à l'époque, se compose d'un côté et de l'autre côté. Donc ça, c'est typiquement aussi le problème de la dialectique hegelienne et marxienne, et marxiste. On a souvent cette phrase de Hegel qui dit « le vrai et le tout ». Pourquoi il dit ça Hegel? Parce que Hegel, lui, c'est un penseur concret. Donc on revient toujours au concret. Et donc concret qu'on doit opposer à abstrait. Le problème de là, quand Marx il dit, se compose d'un côté et de l'autre côté. En fait, Proudhon, lui, il fait des zooms, il fait des abstractions, mais il fait jamais le moment de dézoom où il cherche à avoir l'analyse à peu près globale de ce qui se passe. Donc on peut zoomer au niveau d'un moment de la production, il va zoomer sur un aspect du phénomène, mais il ne va jamais revenir en arrière pour dire à un moment donné, pour totaliser un peu ce qu'il voit, pour synthétiser un peu ce qu'il voit. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ça aussi la critique un peu aussi des fois de la raison positiviste. Et qu'on oppose à la raison dialectique, c'est que la dialectique, et c'est Hegel qui martèle ça, c'est le vrai et le tout. Il faut avoir une pensée concrète des choses. Donc il ne faut pas simplement avoir une vision abstraite des choses. Et dans un premier temps, si c'est bien pour l'analyse, c'est bien important de faire des zooms, et donc d'être dans l'abstraction à un moment donné. Mais il faut toujours avoir ce mouvement de recul et de revenir aussi pour avoir une analyse globale de ce qui se passe et donc de synthétiser. Et c'est comme ça qu'on arrive à une pensée concrète, en fait. Et c'est ça qu'est en train de dénoncer Marx, en fait. Parce que Proudhon, il va et c'est pour ça qu'on en arrive à tantôt, il va dire « Mais c'est magnifique le capitalisme, regardez, c'est un essor incroyable sur le plan industriel, regardez les bienfaits et tout. » Parce que oui, il y a le développement des infrastructures, il se passe beaucoup de choses, on a l'eau courante, on a des... Ouais, ok. Mais en même temps, après, il va... Comme si qu'il est amnésique, là c'est d'un côté il voit ça, après de l'autre côté il voit que ah ouais mais il y a des taudis, les gens sont mal, il y a des problèmes de logement, les gens ont des maladies, il y a de l'alcoolisme qui s'instaure dans une certaine couche dans les couches populaires en fait. Mais il fait pas le lien en fait. Et il oublie que dans un premier temps il avait fait l'éloge du capitalisme et dans le deuxième temps il en fait la critique. Il n'articule pas en fait. Il n'articule pas le problème en fait. Voilà. Les opposés quoi. Voilà. Et donc il est tout le temps dans la contradiction parce que tantôt il va être élogieux, tantôt il va être en train de dénoncer, tu vois. Ouais, il dépasse pas le truc quoi. Ouais. Et il reste empêtré dans la contradiction. Alors qu'à un moment donné, c'est le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en arrive à exploiter les hommes et que du coup il y a une partie de la population qui se fait complètement lésée dans cette histoire. Même tiraillement opposé dans ses intérêts matériels et par conséquent ses vues religieuses, scientifiques et artistiques. Donc là, on revient à la superstructure. Là. Sa morale, enfin son être tout entier. Il est la contradiction faite homme. S'il est de plus comme Proudhon un homme d'esprit, il saura bientôt jongler avec ses propres contradictions et les élaborer selon les circonstances en paradoxes frappants, tapageurs, parfois scandaleux, parfois brillants. Charlatanisme scientifique et accommodement politique sont inséparables d'un pareil point de vue. Il ne reste plus qu'un seul mobile, la vanité de l'individu. Et là, je pense à Onfray, par exemple. Tu vois, typiquement, qui se traîne sur tous les plateaux, qui te fait croire que lui, il est là pour défendre les couches populaires, mais en fait, il est dans le mondain, en fait. Et il te parle de capitalisme libertaire. Mais maintenant, même, il est de moins en moins libertaire. Maintenant, il est de plus en plus droitier, droitard, quoi.
Mais c'est voilà, il multiplie les paradoxes, mais il va jamais au fond de l'histoire, quoi. Il va jamais à l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Et lui, typiquement, lui, il met Proudhon au-dessus de Marx, typiquement, Onfray, tu vois. Mais c'est incroyable. Et donc, du coup, il est là juste pour sa propre pomme, en fait, après, derrière. Et comme pour tous les vaniteux, il ne s'agit plus que de l'effet, du moment, du succès du jour. On n'est plus là pour incarner la révolution et pour essayer de contribuer à ce souffle révolutionnaire. On est là pour sa petite pomme et pour sa petite vanité, quoi. De la sorte, c'était nécessairement le simple tact moral. Et là, il y a un petit passage où il rend hommage à Rousseau, qui préserva un Rousseau, par exemple, de toute compromission, même apparente, avec les pouvoirs existants. Là où Onfray, lui, il se fait payer grassement par Le Point, ou voilà, je pense qu'il a des partenariats avec plein de médias, et il est bien vu, sa maison d'édition est bien contente de la publicité qu'il a. Donc il est en connivence totale avec le monde politique, la caste médiatique et politique, hein, et mondaine. Et ben un mec comme Rousseau, lui au moins, lui il ne voulait pas verser là-dedans. Et même, je t'avais dit, hein, je t'avais expliqué qu'à un moment donné, il aurait pu devenir un musicien mondain, et il aurait pu obtenir une bourse de la part de Madame de Pompadour, et il a refusé. Ouais. Et il préférait être autonome financièrement, tu vois. Ben voilà. Donc, le petit bourgeois intellectuel, attention. Alors, des fois même, c'est à ses dépens, il est empêtré dans ses contradictions parce qu'il reste dans la superstructure et dans l'idéologie pure, et il ne se rend même plus compte qu'il faut revenir à la base matérielle. Des fois même, c'est des vaniteux et des gens qui mènent leur petite carrière, en fait, et qui font mine, voilà, c'est ça, d'être en empathie avec les masses souffrantes, qui, elles, se tapent le plus dur du travail, mais qui, en fait, jouent sa propre carte, en fait. Donc, voilà, Proudhon, on va peut-être être un peu moins critique, mais Onfray, typiquement, pour moi, c'est un opportuniste, quoi. Voilà. Bon, et puis voilà, pour finir, juste comme dernier ça, passage, voilà, c'est pour le bonus, ça. Cette histoire du petit bourgeois qui est empêtré dans sa contradiction, et on y est tous, hein. Quand je monte du doigt Onfray, Proudhon ou Émile Zola, nous aussi, hein, on est tous, comment dire, les couches moyennes, les gens qui sont petits bourgeois comme nous, on est les cibles privilégiées de ce problème-là, de ce mal-là qui ronge donc ces personnes-là, mais qui pourraient nous ronger nous. Bon, moi, ça y est, moi, je pense que je suis soigné. Je ne peux plus verser là-dedans, parce que maintenant, j'ai compris qu'en fait, il faut revenir à l'extorsion de la plus-value, quoi. Donc, mais on est combien, ingénieurs, cadres, alors qu'on devrait plutôt fraterniser avec la classe prolétarienne, on est complètement là-dedans. Donc on est de gauche, je suis de gauche, je suis progressiste, je suis contre le patriarcat, je suis féministe. Mais le mec, par contre, il maintient l'ordre social existant, hein. Il maintient l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, il n'y a pas de problème. De l'homme par la femme, de la femme par l'homme, de l'homosexuel par Tu peux mettre toutes les catégories que tu veux. Mais il y a toujours l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Et ça, ils remettront jamais ça en cause. Et juste... Il y a une autre figure aussi, voilà, j'ai parlé de Zola, j'ai parlé de Proudhon, il y a aussi Wagner. Et là, cette fois, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qui se permet de critiquer. Et il insiste sur le mot de contradiction, comme Marx insistait sur le mot de contradiction pour Proudhon. C'est Nietzsche qui insiste sur le mot de contradiction pour Wagner. Bon, alors que Nietzsche, il n'est pas marxiste, hein, il n'est pas marxien, il ne connaissait même pas Marx, et bien sûr, il est antisocialiste. Nietzsche, c'est un réactionnaire pur, voilà. Hein. Mais c'est marrant de voir que lui aussi, il a vu que Wagner était empêtré dans la contradiction. Parce que, petit rappel aussi, Wagner, à la base, il est passé de Feuerbach à Schopenhauer. Donc, Feuerbach, un philosophe plutôt socialiste, plutôt progressiste, un philosophe Schopenhauer, qui est plutôt réactionnaire et qui était lui aussi, comme Nietzsche, profondément anti-progressiste et contre le socialisme. Donc voilà, Wagner, lui, il était pris entre deux feux, quoi, entre Feuerbach et Schopenhauer. Et lui aussi, c'était quelqu'un qui s'était enflammé pour la révolution de 48, qui était proche de Bakounine. Donc Bakounine, qui est un socialiste russe, un anarchiste russe, révolutionnaire. Donc, mais en même temps, il y a ça chez Wagner, mais Wagner aussi, c'est celui qui a sombré dans le nationalisme allemand et dans la xénophobie et l'antisémitisme.
Donc c'est ça. Donc Nietzsche, il voit ça, il voit ce Wagner qui est chrétien socialiste, antisémite, qui était proche de Bakounine, qui est féministe, qui est végétarien. Tu vois, c'est un espèce de bobo avant l'heure, le mec, tu vois, qui est un peu empêtré dans ses contradictions. Il prend cher avec. Et là, il prend un malin plaisir, Nietzsche, à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Wagner, quoi? Cette innocence dans la contradiction, cette conscience tranquille, dans le mensonge et moderne, par excellence, elle devient presque la définition de la modernité. Voilà, c'est... Parce que aussi, ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 89 et depuis Rousseau quelque part aussi, hein, il y a une émergence de la classe moyenne avec la Révolution française. Et c'est ça la modernité. La modernité, c'est ça, c'est que la plèbe, elle a commencé quelque part à accéder un petit peu plus de confort matériel. Elle commence à accéder à certaines choses. Mais et dès qu'elle commence à s'embourgeoiser, elle est empêtrée dans les contradictions. Parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout du processus de révolution, en fait. Et donc, Nietzsche le constate. Marx le constate, tu vois. Et donc, je continue Nietzsche. Hein. Donc, je répète parce que c'est magnifique. Cette innocence dans la contradiction, cette conscience tranquille dans le mensonge est moderne par excellence. Elle devient presque la définition de la modernité. L'homme moderne représente, au point de vue biologique, une contradiction des valeurs. Il est assis entre deux chaises. Il dit tout d'une haleine, oui et non. Tu vois, on revient au truc d'un côté et de l'autre côté que disait Marx chez Proudhon. Tu vois, quand je disais qu'il est aussi dans l'abstrait. Tout d'un coup, il va dire oui, il va oublier, après il va dire non. Et aujourd'hui, c'est Macron qui dit en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Oui et non. Tout d'une haleine, il dit oui et non. Voilà, on est dans la Macronie. Voilà, Wagner, c'est quelque part c'est une préfiguration du bobo macroniste. Quoi d'étonnant si justement de nos jours, la duplicité est devenue chère et même génie. Si Wagner a vécu parmi nous. Friedrich Nietzsche, le cas Wagner. Voilà. C'était juste pour montrer qu'on est tous empêtrés dans la contradiction. Mais la contradiction objective, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans la base matérielle, les enfants. C'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il faut résoudre le problème. Et c'est dans le politique, dans l'économique, dans le matériel qu'il faut regarder le problème. Et c'est pas dans les fantasmes, les fantasmes proférés dans les plateaux mondains, dans les plateaux télé, dans les salons mondains. Voilà. Il faudrait peut-être quitter ça et puis s'attaquer au vrai problème. Quoi. J'espère que le message sera entendu. En tout Voilà, cas, et donc voilà, dédicace à Étienne. Hein. Oui, Voilà. Je ne sais pas s'il va nous suivre, mais du coup, voilà, on a essayé de compléter ce qu'on avait déjà évoqué précédemment. Voilà, alors, pareil, on tâtonne. Moi, Bien sûr, oui. Moi, je propose des textes, des éléments de réponse. Voilà, si c'est incomplet, si c'est bancal, vous n'hésitez pas à nous reprendre. Voilà. Et voilà, faites comme Étienne. Moi, et en lancer des pics. Hein. Moi, je suis prêt. Moi, c'est intéressant parce que ça nous permet de progresser. Exactement. Et d'essayer, essayer de voir, essayer de d'améliorer un petit peu quelque part notre manière de présenter les choses, même de se présenter nous-mêmes les problèmes aussi, parce que du coup, il m'a poussé à réfléchir un peu plus sur la question du prolétariat et qui porte vraiment la révolution. Et sur qui on peut vraiment compter pour porter la révolution. Et bien là, on est en train de voir qu'il ne suffit pas de dire « Ah ben le prolétariat ». Les 99%. Ah ben les 99%, il y a du boulot les gars. Hein. Voilà. Merci Laurent pour tes apports et pour ces passages. Merci chers amis de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée. À plus.